Et un autre livre aussi qui se passe enfin qui se passe au Brésil, mais que j'écris en France. Et c'est pas, enfin c'est quand même, c'est une vraie question de savoir qui va comprendre quoi de ce qu'on raconte. Le qui va comprendre quoi? Est-ce que vous aviez quelqu'un pour échanger là-dessus, justement, au Brésil je sais pas moi, famille, amis, éditeurs, en disant là, est-ce que j'explique plus ça? Est-ce que ça, je retire l'explication que j'avais mis dans la version française? Ou est-ce que là, ça a été finalement assez intuitif et votre connaissance à vous, tout simplement, des deux pays? Bah, après, c'est une histoire qui elle-même se passe entre la France et le Brésil, donc il y a plein de choses enfin, qui n'ont pas besoin d'être transposées, puisque c'est un fait qu'effectivement c'est entre les deux, et puis euh, voilà, on va comprendre différemment. Moi, j'ai beaucoup discuté avec ma famille, donc avec une tante en particulier, et avec ensuite mon éditeur au Brésil, qui m'a fait quelques retours, en plus des retours du traducteur, des suggestions sur des éléments à clarifier. Ouais. Donc en fait, c'est le même livre, mais c'est pas le même livre. Ouais, Tout le finalement toute la question de la traduction, hein. ouais. Bah, c'est le même. Je pense que c'est quand même un livre qui est relativement, justement parce qu'il est à cheval dans son propos sur les deux pays, qui est relativement identique, enfin qui est quand même très proche. La version brésilienne est très proche de la version française. C'est la réception change, mais le contenu reste très similaire, je pense. Bah, de toute façon, il y a des thématiques assez universelles dans, dans ce récit. Que ce soit effectivement le métissage, le racisme, parce qu'il en est aussi quand même question, hein, la place de la femme dans l'art et dans la mémoire des arts, que ce soit en France ou au Brésil, ou dans n'importe quel autre pays, finalement, c'est des sujets qui sont, qui sont valables partout. Oui, 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 sur toutes ces questions-là. Et oui, je sais pas ce que je pourrais rajouter, mais effectivement, enfin, bah, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant sur cette question-là euh, de la question du racisme et de la réception, que au Brésil, c'est une histoire que où j'ai senti que les personnes déjà s'identifiaient beaucoup plus à Maria d'Aparecida, et aussi que il y a vraiment un il y a vraiment eu une appropriation de cette histoire-là, et j'ai senti comme une passation de l'histoire à des lecteurs ou d'autres autrices qui se sont vraiment emparés de cette histoire-là et qui la défendent au Brésil, qui ont continué les recherches sur Maria, qui, etc., font des clubs de lecture. Enfin, je sens que l'impact est vraiment pas le même ici et Oui, il ne se là-bas, passe que pas là-bas, du tout la même chose ici que là-bas. Là-bas, finalement, quand vous avez fait le lancement, il y a eu des tables rondes avec d'autres artistes, c'est ça. un mouvement noir, féministe, pour s'en emparer et porter le Bah, je livre. pense que c'est une histoire qui indigne beaucoup plus, en fait, le Brésil. Ici, on est touché. Enfin, des retours que j'ai eus, c'est une histoire qui touche, mais qu'on ne prend pas. Il n'y a pas cette indignation du. Elle n'a pas réussi à faire carrière ici. Et donc, c'est. Il y a comme c'est un vrai retour, en fait, de l'histoire dans le pays où cette histoire n'a pas pu avoir lieu. Et donc, effectivement, il y a eu vraiment le mouvement noir au Brésil qui s'est vraiment paré de cette histoire-là. Et aussi, ici, je continue de parler de ce livre. Et au Brésil, je pense que je vais arrêter de le faire, parce que je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour le faire, justement par le fait de ne pas être une femme noire. Et le travail après le travail d'écriture et de bande dessinée, c'est quelque chose que je peux
dont je peux parler. Mais voilà, j'ai vraiment senti qu'il y avait eu un relais au Brésil et que je n'avais plus le même rôle vis-à-vis de cette histoire là-bas que je continue d'avoir ici. Sans vous sentir dépossédé pour autant, vous avez Pas fait du votre tout. part Non, et au maintenant le contraire. relais Ouais. est pris, c'est ça? Oui, non, au contraire, c'est très bien et c'est tant mieux. Et c'était d'ailleurs l'intention du livre. C'était l'intention du livre de ma mère et le mien qui venait. Après, moi, c'est mon intention de, à travers cette histoire-là, commencer la bande dessinée, parce que c'est mon premier livre de bande dessinée. Et puis, bien sûr, de poursuivre le but premier de ma mère, qui était celui de la divulgation de l'histoire. C'est quand même un livre, quand je parle de ce livre, je parle beaucoup plus de l'histoire de Maria que de mon travail d'autrice de bande dessinée. Vous pensez qu'en fait, oui, la bande dessinée par rapport au livre de votre mère, qui est un reportage ou un récit documentaire, la bande dessinée, finalement, c'est un médium plus simple pour apporter cette histoire dans plus de mains? En tout cas, je ne crois pas du tout que la bande dessinée soit le médium de la vulgarisation et qu'il ait une facilité en plus. En tout cas, c'est sûr qu'il atteint plus des publics différents. C'est sûr aussi qu'il atteint plus de gens puisque le livre de ma mère était une auto-édition et que ce n'était pas un roman. C'était vraiment un document, un livre documentaire. Donc qui continue d'être acheté par des personnes qui veulent se renseigner de manière plus rigoureuse sur cette histoire-là, puisque c'est un livre qui est très fourni. Mais oui, cette bande dessinée a cet avantage-là d'être un récit, d'être une fiction en fait. Ça reste une fiction. Je voulais en arriver là. Dans le... Évidemment, il y a en permanence... la lusophonie, elle s'entend en permanence dans la bande dessinée. Par les quelques artistes brésiliens qui connaissent Maria, voilà, par effectivement quand elle parle, il y a un mot de ci, de là. Ça, c'était important de garder un petit peu de mots ou de noms portugais et effectivement de le mettre dans nos oreilles de Français qui parlons souvent tellement mal d'autres langues. Il y en a à quel endroit? Non, mais peut-être non. En tout cas, il y a des noms. J'ai pas eu l'impression de le faire, mais peut-être que je l'ai fait effectivement. Alors, effectivement, plus sûrement dans les noms de lieux ou les noms de famille. Et alors que moi, avant de vous interviewer, dans ces cas-là, je me pose de grosses questions sur mais comment ça se prononce. Donc, et puis peut-être les coups de fil entre les deux sœurs au début aussi, mais peut-être que je réinvente. Non, mais c'est, de toute manière, c'est sûr que il y a c'est une histoire qui est ancrée au Brésil, donc j'allais pas traduire certains éléments. Ça parle aussi de musique, peut-être des titres ou des... après, il y a quand même il y a des passages qui sont des extraits de textes de Jorge Amado, qui d'autre d'un autre écrivain que j'ai quand même traduit, qui avait des versions traduites. Dans les interviews, mais ça c'est pour la version brésilienne, dans les interviews, Maria, elle fait des francisations quand elle parle portugais. Elle dit des petits trucs en français et c'est perçu comme un truc très chic. Mais ça, pareil aussi, à ces endroits-là, je l'ai gardé. Peut-être que moi, je me rends compte du français que Maria insère dans le portugais. Je me rends moins compte du portugais que moi-même j'insère dans le français. On a dit qu'elle avait arrêté sa carrière de cantatrice, de soprano, d'opéra, pour chanter de la musique populaire brésilienne. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a permis de faire connaître un pan de cette musique populaire brésilienne en France? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Elle a enregistré plus de 20 albums, pas que de musique brésilienne, elle a enregistré aussi de l'opéra, du jazz,
du choro, après, donc voilà, du choro, de la bossa, je sais pas ce qu'elle n'a pas enregistré. Et, euh, et elle a, à travers ses albums, elle propose, elle avec son regard qui est celui de quelqu'un qui a vécu pendant, à ce moment-là, j'imagine plus de 20, 30, déjà au moins 20 ans en France, de quelqu'un qui est déjà, peut-être qui sait ce que c'est qu'une oreille française. Enfin, je sais pas, après, c'est parce que je dis des bêtises, hein. Mais en tout cas, elle fait le pont entre des artistes brésiliens, des musiques qui circulaient déjà en France. Hein. Ça fait longtemps que la musique brésilienne circule en France. Mais à ce moment-là, elle va, par ces enregistrements qui ont pas mal circulé, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens qui m'ont dit oui, on avait des CD de Maria et il y a des chansons qu'on connaît à travers la voix de Maria. Elle a fait le pont avec un répertoire qui est un répertoire qui, je pense, qu'elle a voulu enregistrer aussi parce que c'est un répertoire qu'elle apprécie. Comment j'imagine qu'on choisit d'enregistrer un répertoire, mais par le fait qu'elle-même c'était une artiste lyrique et qui travaillait en France. Enfin, donc il y a un prisme qui est aussi son prisme à elle et qui, je pense, qui a impacté sur le fait que bon, c'est pas que à cause d'elle, mais qu'ici, on connaît beaucoup la bossa, on connaît certains choros. Enfin, c'est une sélection. Après, je serais pas la meilleure personne pour parler de comment se fait cette sélection, mais elle fait partie des maillons qui font arriver la musique brésilienne en France. Donc il y a des CD, donc ça veut dire qu'elle a enregistré quand même relativement tard. Moi, je dis CD, d'ailleurs, ça c'est une bêtise que j'ai écrite dans le livre, qu'on m'a corrigée, mais bon, que je crois que j'ai refait la même bêtise à la traduction. Mais non, c'était des disques. C'est des vinyles. C'est des pardon, vinyles. alors hop, le doigt dessus direct. Pardon, Ouais. Clara. Non, voilà. Oui, mais ça c'est une question. J'ai même fait des Photoshop pour grandir la taille du truc que j'avais dessiné en CD. On m'a dit, mais non, mais c'était un vinyle. Du coup, il y a une espèce de, je sais pas comment on dit, 33 tours là, un peu au milieu. Ouais. Est-ce qu'elle a orchestré l'oubli ? Parce qu'elle s'était un peu elle-même retirée de tout. Elle a arrêté de répondre à sa famille non officielle, mais famille malgré tout. Je crois qu'elle renvoyait les lettres non ouvertes à l'expéditeur. Et dans ce cas-là, je sais que c'est une question que vous êtes beaucoup posée, est-ce qu'on est légitime à la faire ressortir d'un oubli qu'elle a peut-être désiré ? Oui, c'est pas une question qui m'est arrivée dès le départ, mais effectivement, donc Maria a été oubliée, ça c'est un des éléments aussi forts de l'histoire. C'est une des raisons pour laquelle on s'est intéressé aussi à cette histoire. Et au fur et à mesure de l'écriture, on se rend compte, enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que elle-même avait orchestré cet oubli-là. Donc, alors, je pense qu'elle a été oubliée. En fait, il y a comme beaucoup de choses qui lui sont arrivées, c'est des choses qui lui ont été imposées et que, en tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète les choses. C'est des choses qui lui ont été imposées, comme ce refus de chanter au Brésil, comme cette étiquette exotique qu'on lui a collée, comme plein de choses dont elle a été le sujet et pour lesquelles elle a ensuite pris parti et elle s'est construite avec, puisque finalement c'est ce qui nous reste. Et c'est comme si l'oubli, effectivement, elle crée son oubli à la fin, dans le sens où, au moment où elle se retire de la vie publique, en tout cas de sa carrière, elle va progressivement couper pont avec tous ses proches. C'est la raison pour laquelle on retrouve pas de proches en fin de vie. Hein. C'est qu'elle va couper les ponts, donc ça c'était assez fort, je sais plus qui nous a dit ça, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit ça à ma mère, qu'il lui envoyait des lettres et il les recevait
avec non ouvertes. C'est-à-dire qu'elle ne les ouvrait pas, mais il savait qu'elles étaient arrivées parce qu'il reconnaissait son écriture. Retour à l'expéditeur, quoi. Elle écrivait l'adresse. Donc c'est vrai, et donc effectivement, c'est comme si c'était très dur de récupérer les éléments de sa vie et de creuser dans ses secrets, dans ses mensonges là sur cet âge. Il y a d'autres éléments où voilà, on se dit bon bah elle a vraiment aussi fabriqué cet oubli. Qui est-on pour venir fouiller là-dedans? Sauf que comme je disais, le livre de ma mère, c'est le titre en français, en portugais il a été traduit, le titre est différent. Mais en français, ça vient de ce titre-là, qui vient quand même d'une interview de Maria qui dit moi je vais raconter ma vie et puis vous allez et puis, donc, il y avait cette volonté-là de se raconter. Donc, je pense que c'est une personne qui est duel, comme beaucoup de personnes. Mais en tout cas, dans son cas-là, elle sait, effectivement... moi, ce que j'interprète, c'est qu'elle n'a pas... elle a pas voulu que la fin de sa vie soit connue. D'ailleurs, j'en parle pas beaucoup. C'est une personne qui est morte très tard aussi, par rapport au moment où elle a arrêté sa carrière. Donc il y a eu tout ce temps aussi qui s'est écoulé, qui est aussi le temps de l'oubli. Au-delà de la question de voilà, est-ce que on déterre cette histoire ou non, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me convainquent que cette histoire, il faut la raconter. Donc oui, j'ai plus ce doute-là. Je pense que c'est légitime de raconter cette histoire. Mais la question s'est posée. Et oui, il y a c'est toujours le fait qu'on se souvienne de nous ou pas, c'est pas seulement relatif à notre propre histoire, je pense. C'est un contexte, c'est ce qui fait dans quoi cette histoire-là s'insère et qui sont les personnes qui ont intérêt à ce que cette histoire soit racontée ou non. Donc, on parlait tout à l'heure du travail avec l'éditeur brésilien. En France, est-ce que le premier œil, ça a été votre éditeur ou est-ce que ça a été votre mère? Pour la version brésilienne, non. Pour la version française? Pour la version française, non, ma mère, elle a vu l'histoire plus tard. C'était mon éditeur. C'est mon éditeur, puis les personnes qui m'entouraient à ce moment-là. Oui. C'est pas simple de faire lire une bande dessinée à ma mère. puis c'est peut-être mieux de voir à la fin que... Après, les passages au trait, donc, c'est le trait noir, hein, mais tout le livre est passé au bleu, parce que cette couleur, elle a un sens par rapport à l'histoire de Maria. Mais tous ces passages-là, je les ai dessinés après. En fait, j'ai d'abord dessiné tous les actes, et ensuite, mais en sachant qu'il y aurait cette seconde voix, et j'ai écrit les entr'actes, entre guillemets, à la fin. Alors, avant qu'on parle peut-être du projet en cours, Tekoa, hein, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur Opéra Negra et sur la façon dont a travaillé Clara Chotil? J'avais une question sur le racisme. Je ne connais pas bien le Brésil, mais je pensais que c'était un pays qui était plutôt moins raciste que la moyenne. Qui vous a dit ça? Alors attends, il faut que je répète la question dans le micro pour l'enregistrement. Est-ce que ça a changé? Est-ce que maintenant, si Maria venait essayer de se produire, est-ce qu'elle aurait plus de succès aujourd'hui qu'il y a je ne sais pas combien d'années? Alors le monsieur pose une question sur le racisme au Brésil où il pensait que c'était moins raciste qu'on a pu le dire et comment ça a évolué aujourd'hui. Je pense que le racisme au Brésil est très important, mais comme il est ici, moi je voulais vraiment pas non plus raconter dans ce livre que le Brésil était le pays du rejet et la France le pays de l'acceptation. Elle a vraiment connu du racisme dans les deux endroits qui sont de nature différente du fait que l'histoire est différente dans chacun des pays.
institutionnellement, aujourd'hui, on lui fermerait pas la porte d'un opéra. Je pense que, mais par contre, c'est sûr que être une femme noire reste un frein pour n'importe quelle carrière, dont une carrière lyrique au Brésil. Mais les choses changent, j'espère que les choses changent, mais les choses changent toujours plus lentement que ce qu'on a l'impression, que l'impression qu'on a. Et que ce qu'on se raconte. Je C'est me ça, souviens avoir oui. lu un article il y a 4-5 ans justement sur le racisme au Brésil, où la jeune génération dit que ça évolue à mort. Et puis on voyait un jeune couple blanc, beau, riche et de gauche qui marche, et derrière il y a la nounou noire qui pousse la poussette, et l'image est très parlante. Mm. Oui, et puis sur l'évolution, moi je dis il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à vraiment ne pas douter sur le fait qu'il fallait raconter cette histoire. Et notamment, j'ai fait des ateliers au Brésil où on faisait des petites BD. Donc j'avais cherché des histoires d'autres cantatrices brésiliennes noires. Et il se trouve que je fais assez peu de recherches, mais avec le peu de recherches que j'ai fait, j'ai pu trouver 4 ou 5 femmes qui avaient chanté, 4 ou 5 femmes noires, chanteuses d'opéra, dont la plus ancienne, je crois que c'était en 1700 quelque chose, enfin, très qui a chanté à la cour de je sais pas qui, je me rappelle plus, hein. Mais et ce qui m'a marqué, c'est que en lisant la biographie, c'est des histoires qui sont assez peu racontées aussi pour celles que j'ai pu trouver. Mais il y a quand même des petites biographies, et sur chacune des biographies, il y avait écrit la première chanteuse brésilienne noire. Donc en fait, c'est ça le travail aussi voilà, c'est la raison pour laquelle je me dis que il faut que cette histoire soit racontée, parce que c'est comme si en fait on aurait si on connaît pas et qu'on divulgue pas l'histoire de Maria, comme il y a dû en avoir d'autres, hein. Mais celle-là, il se trouve qu'on est tombé dessus. On pourrait dire ça encore aujourd'hui si s'il y a une nouvelle femme qui se produit, alors qu'en fait c'est comme si, et ça c'est un des freins, par exemple, le fait de toujours être parce qu'on a assez peu la mémoire de celles qui sont passées avant, parce que l'histoire n'est pas toujours linéaire, mais parfois il y a des choses qui sont arrivées, mais c'est juste qu'on les a oubliées, et donc on doit refaire l'effort d'être pionnière, alors qu'on ne l'est pas, en fait. Il y a eu ce travail qui a été fait avant. Alors moi, pour l'enregistrement, je suis censée répéter vos questions, mais j'avoue, j'ai la flemme. Vous m'excusez. Alors oui, les archives, les photos et la vulgarisation dans la BD. Oui, sur cette question de la vulgarisation, oui, moi je suis persuadée que la bande dessinée, c'est un langage à part entière. Je peux pas non plus nier que, c'est ce que je disais, que je me rends compte que dans ce travail-là, j'interviens quand même en tant que j'ai quand même ce rôle-là de vulgarisation. Je ne peux pas le nier. Ça, comme en fait, c'est le genre de la biographie, hein, c'est comme si j'avais mélangé deux genres qui sont vus un peu comme des genres vulgarisateurs. Moi, je suis persuadée que évidemment, qui ne sont pas que ça, mais je peux pas non plus nier qu'il y a ce pan.
je pourrais en parler plus, mais je vais revenir sur les premières questions. Euh, Alors oui, il y a quand même beaucoup de matière, Maria, elle est passée à la télé, donc il y a des enregistrements. Il y a des photos, effectivement. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y en a. On en a trouvé. Et donc, moi, c'est à partir de ces éléments-là que j'ai pu travailler. Et aussi, elle a été énormément représentée par son amant, Félix Labisse, qui était peintre, par d'autres peintres également. Mais on a quand même énormément de tableaux. Et d'ailleurs, donc, je parlais de la couleur bleue sur le livre. Bien sûr, ça fait référence au travail de Félix Labisse, puisque donc Félix Labisse, donc c'est un peintre donc de l'époque de Maria qui a eu une renommée qu'on connaît plus trop, qu'on a un peu oublié, mais qui a eu aussi son moment de gloire et qui était connu notamment pour ces femmes bleues qu'il peignait. Et donc lui, il peignait des séries de femmes bleues. Qui sont des femmes noires. Et ça on sait que moi, c'était quelque chose que je trouvais, qui m'a marquée parce que je suis une femme qui fait de l'art et qui fait des arts plastiques. Et du coup, il y a vraiment c'est vraiment le schéma classique où il y a un peintre et un modèle. Et donc, et là, je voulais vraiment raconter cette histoire-là que j'ai trouvée forte, qui était que c'est l'idée de Maria, en fait, d'être peinte en bleu. Lui, il disait « Ah, c'est dur de peindre votre carnation noire », comme si c'était plus dur de peindre des peaux noires et des peaux blanches. Et elle lui a dit, mais un peu en mode provoque, peins-moi au bleu. T'as qu'à me peindre en bleu, comme ça on verra bien que je suis pas blanche. Et effectivement, il a fait ça. Et donc, de là, c'est suivi donc une série de femmes noires. Et ça, c'est avéré. C'est vraiment elle qui lui a dit. Oui, alors je sais plus. C'est avéré à plusieurs. Enfin, il y a plusieurs sources, effectivement. C'est vrai que ce serait intéressant de retracer qui relate cette histoire. Mais oui, c'est avéré qu'effectivement c'était une idée qui venait d'elle. Donc déjà, ça parle du fait que voilà, la passivité, enfin le modèle à ce moment-là a quand même eu un impact assez fort sur l'œuvre qui s'en est suivie. Et donc voilà, donc moi j'ai quand même aussi construit et elle utilisait ces portraits bleus comme photo, en fait. Quand on fait je sais pas comment ça s'appelle, quand on présente un opéra, souvent, voilà, on met les photos en noir et blanc, un peu en mode, je sais plus comment il s'appelle là, ce photographe. D'Harcourt, studio d'Harcourt. Voilà, studio d'Harcourt. Et donc c'était la seule qui avait une peinture, donc en couleur, et ce bleu, donc elle était en bleu sur ses présentoirs d'opéra. Au centre, bien sûr, parce que c'était Carmen. Et donc, je me suis aussi nourrie des représentations d'elle qui n'étaient pas des photos ou des vidéos, mais qui étaient des interprétations déjà d'autres, puisqu'il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres peintres qui l'ont dessiné. Et donc ces archives, c'est une sacrée histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Maria est morte. Elle est morte, en fait, on a su qu'à la fin de sa vie, elle avait des problèmes d'argent. Donc, elle a vendu son appartement en viager. Donc, au moment de sa mort, qu'est-ce qui se passe ? Donc, elle est à l'Institut médico-légal, ça embête bien le propriétaire qui voulait récupérer cet appart-là. Donc, lui, il a mis ces éléments dans un garde-meuble. Et puis, donc, ça doit... En fait, c'était pas... je sais pas si c'est une... Enfin, en tout cas, il y a une agence qui fait l'intermédiaire. Donc, c'est l'agence qui loue le garde-meuble. Et donc, ce garde-meuble-là, il coûte des sous. Donc c'est une location. Depuis 2017. Donc en 2017, il s'est passé ça. Et comme je vous disais, pendant 3 mois, le corps est resté à l'Institut médico-légal et tout le monde s'en fichait, en fait. Donc ma mère a réussi, avec les membres de l'association, à faire l'enterrement. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'action. Parce que le représentant légal de Maria, c'est le Brésil. Elle n'a jamais eu la nationalité. On lui a proposé, mais elle a refusé la nationalité française. Elle a toujours voulu garder la seule nationalité brésilienne. Donc, au moment de sa mort, comme elle n'a pas de famille, le représentant légal, c'est l'État brésilien. Et donc, c'est à l'État brésilien de faire l'enterrement et de régler la situation et de payer le garde-meuble. Donc, aujourd'hui, il y a une dette il du existe garde-meuble. toujours, le garde-meuble ? Oui, le garde-meuble.
Oui, ces archives sont dans ce garde-meuble. Oui, bah, donc, donc l'association, elle paye mais bon, l'association n'a pas vraiment des vrais fonds. Hein, donc, mais en tout cas, il y a eu un avocat mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by, quoi, puisque il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de personne. Donc, comme je dis que l'histoire, elle a eu un impact, mais de manière très concrète, il n'y a pas eu d'avancée dans cette affaire. Voilà. Eh ben, on va pas avoir le temps de parler du projet, mais donc la prochaine BD sera à cheval. Enfin, il y aura encore beaucoup de Brésil. Un grand merci pour la pertinence de vos questions, messieurs, dames. Et puis, un grand merci, Clara Chotil, donc Opéra Negra chez Actes Sud, l'an 2. Et bien sûr, vous allez pouvoir retrouver Clara en dédicace, là, tout de suite, à la librairie au rez-de-chaussée. Bravo, Clara. Merci beaucoup.